9h37, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez ce matin sur iTélé, samedi 4 février, journée mondiale contre le cancer. Journée plus que jamais nécessaire parce que le cancer reste la première cause de mortalité. Il touche chaque année environ 355 000 personnes en France. On va en parler pendant une demi-heure consacrée justement à cette lutte contre le cancer ce matin avec nos invités qui nous ont rejoints en plateau. Bonjour à tous. Bonjour, docteur Mostefa Benhamoun. Vous êtes oncologue médical à l'Institut mutualiste à Montsouris. Vous serez avec nous bien sûr pendant une demi-heure et on vous posera un bon nombre de questions. Christophe Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous avez 50 ans, vous êtes en rémission d'une leucémie myéloïde chronique. Vous nous raconterez votre parcours dans quelques instants. Aïda. Oui, à vos côtés, Fabrice Subirada, représentant de l'association Eva pour la vie, association de défense des enfants victimes de cancer. En face de vous, le docteur Sidney Ohana, cancérologue, chirurgien esthétique, pardonnez-moi. Vous allez nous parler du cancer du sein, qui est le cancer le plus fréquent chez la femme. Et à vos côtés, Albert Hirsch, administrateur de la Ligue contre le cancer, qui lance une formidable campagne. On va en reparler dans un instant. Mais d'abord, un point très simple sur la situation du cancer aujourd'hui en France. Docteur Benhamoun, le cancer, ça reste la première cause de mortalité aujourd'hui dans notre pays. Pour autant, est-ce qu'il y a des progrès qui ont été effectués? Est-ce qu'il y a plus de cas? Mais est-ce qu'on les guérit mieux? Alors, effectivement, comme vous le disiez, il y a 385 000 nouveaux cas par an en France, avec une mortalité qui est aux alentours de 150 000 décès par an. Mais les progrès sont... l'incidence, même si l'incidence augmente, la mortalité diminue clairement. Et cette évolution divergente s'explique aujourd'hui par le fait que, premièrement, la population vieillit. Oui. Il y a une démographie qui s'accentue. Et puis surtout, il y a tout ce qui est dépistage, tout ce qui est manière de trouver des cancers plus tôt. Et du coup, ça impacte automatiquement la mortalité qui est à la baisse et les progrès qu'on a fait. Docteur, on est tous et toutes concernés, bien sûr, par le cancer. Ce mot, on l'entend dans nos vies de tous les jours, de plus en plus, malheureusement. Pour que les gens comprennent bien et qu'on comprenne bien également, c'est quoi véritablement un cancer? Un cancer, c'est un terme relativement compliqué à expliquer en deux mots. En gros, c'est une modification qui se crée sur le plan cellulaire et qui induit un emballement, si on vulgarise les choses, un emballement du métabolisme et on crée une anomalie qui va se pérenniser et entraîner la maladie en soi. Alors, tous les cancers n'évoluent pas de la même façon. Il y a des cancers totalement indolents dont on n'aurait jamais entendu parler. Je pense notamment au cancer de la prostate, chez qui aujourd'hui, pour lesquels le dépistage aujourd'hui, en tout cas le dépistage de masse ne doit pas être impliqué et on reste sur des dépistages systématiques. Spécifiques, et parce que c'est des maladies qui n'évolueront pas forcément d'une façon très agressive, contrairement au cancer du sein où le dépistage apporte un impact indiscutable sur la mortalité. Alors justement, je m'adresse à vous, docteur Ohana, qui êtes spécialiste du cancer du sein. Dans le cancer, justement, dans ce type de cancer, où en est la recherche? Est-ce qu'on a véritablement fait de grands progrès ou est-ce que c'est le dépistage qui a permis cette baisse de la mortalité? C'est principalement le dépistage. On les découvre beaucoup plus tôt. Oui. On oblige les femmes à faire une mammographie dès la quarantaine, tous les 2 ans. Des échographies. On a des examens encore plus performants avec l'IRM. Des doubles lectures par les radiologues, de façon à ce que même une toute petite lésion puisse être diagnostiquée. Au moindre doute, une biopsie, une anapathe. Ça nous permet de les dépister beaucoup plus tôt. Et des fois, à des toutes petites tailles, quelques millimètres. Quand on intervient très tôt sur un cancer du sein, une tumorectomie, c'est-à-dire simplement enlever un petit cadran de tissu autour de la tumeur, peut suffire sur le plan chirurgical sans les délabrements de l'ablation complète de la glande mammaire dont on parlera tout à l'heure, avec surtout la réparation de cela. En quelques mots également, est-ce que le dépistage à 50 ans, si je ne me trompe pas, c'est pas parfois trop tard? Dans certains pays, c'est plus tôt. On peut regretter qu'en France, ce ne soit pas plus tôt. En tout cas, chaque fois qu'il y a des antécédents dans la branche maternelle, c'est-à-dire mère, grand-mère, tante maternelle, même à un 2e degré, il faut commencer à la quarantaine. Pour moi, c'est une certitude. Alors, il y a quelque chose qui est très curieux dans le cancer du sein, c'est qu'il y a quelques années, c'était plutôt les personnes d'un certain âge qui étaient atteintes. Or, de plus en plus de jeunes femmes, voire de très jeunes femmes, ont ce cancer du sein. Comment expliquer ?
c'est probablement dû à un certain nombre de facteurs que l'on ne connaît pas bien encore. On a évoqué même les déodorants, vous imaginez? Ah bon? L'alimentation, tout a été recherché, évoqué. Mais il est certain que l'augmentation du nombre de cancers est vérifiée. Il y a une femme sur 9 qui fait un cancer du sein dans sa vie. On pense que ce sera beaucoup plus en 2025, en 2035. Donc il faut que les dépistages soient plus précoces. Et je crois qu'avec les progrès qu'on est amené à faire sur le plan génétique, on guérira bientôt ce cancer. Un témoignage également ce matin, si vous nous rejoignez sur iTélé, celui de Christophe Lefebvre. Bonjour, vous avez 50 ans, vous êtes en rémission d'une leucémie myéloïde chronique. Déjà, je vais vous demander d'expliquer ce qu'est, allez, en quelques mots, cette leucémie pour que les gens comprennent bien. Alors, c'est en fait assez simple à comprendre. Si vous prenez l'ADN, c'est un petit bout du chromosome 9 qui va se balader sur le chromosome 22, un petit bout du chromosome 22 qui va sur le chromosome 9, et ça produit des globules blancs complètement immatures qui n'arriveront plus jamais à maturité et qui vont qui vont envahir le corps. Et donc, en gros, vous êtes en quelques semaines, enfin, il suffit de la moindre infection, vous décédez faute de défense immunitaire. Voilà. Alors, Christophe Lefebvre, votre vie bascule en 2003. Vous avez des premiers symptômes pendant la canicule. Alors, vous pensez que c'est dû à la chaleur. Or, pas du tout. Vous faites des examens et là, on vous annonce donc que vous êtes atteint de cette leucémie. On vous annonce 15 jours à 6 mois maximum de vie. On vous administre là un traitement révolutionnaire qui n'avait pas encore sa mise sur le marché, qui n'était pas encore mis sur le marché. Et aujourd'hui, après 13 ans, on peut considérer que vous êtes en rémission grâce à ces traitements. Mais à quel prix, Christophe Lefebvre? Alors le prix, c'est simple, c'est un traitement de cette sorte, c'est 4 500 € à 5 000 € la boîte de médicaments par mois. Pour un mois, sachant que vous avez des pathologies, ou des formes de leucémie dans lesquelles vous êtes obligé de prendre deux boîtes de médicaments au lieu d'une. Donc c'est un coût assez... C'est à plus d'1 million d'euros. Exactement. Plus d'1 million d'euros par an. Justement, Albert Hirsch, vous êtes administrateur de la Ligue contre le cancer. Ce coût des traitements, des médicaments, c'est un sujet bien sûr dont tout le monde parle. Est-ce qu'il faut s'en alarmer? Est-ce que tout le monde aujourd'hui a la chance de pouvoir se soigner d'un cancer quand on voit le prix astronomique des médicaments? Alors, à cette réponse, je dirais en France, encore maintenant, oui. Est-ce que cela va durer? Point d'interrogation. Parce qu'il faut bien comprendre que ce coût est un coût qui est indu. Je m'explique. Que ce soit un progrès, Christophe est avec nous ce matin. On le voit ce matin. Donc, il n'y a pas de discussion. Il en est effectivement la vivante illustration. Simplement, est-ce que tous les malades vont pouvoir en bénéficier? Ça n'est pas certain, parce que le coût du traitement de Christophe, en France, il l'a dit, est de environ 1 million d'euros par an. Aux États-Unis, il est supérieur, et dans certains pays en voie de développement, il est très inférieur. Ça, c'est tout à fait bizarre, parce qu'il faut savoir que la recherche qui a permis la mise au point de ce coût est essentiellement d'ordre public. Que font les laboratoires pharmaceutiques qui sont utiles? Il ne s'agit pas de démoniser l'industrie pharmaceutique, bien entendu, on en a besoin. Simplement, elles rachètent des brevets et ensuite elles testent la possibilité au système de prise en charge de la maladie du pays de supporter le coût, et ceci au détriment d'autres choses. Donc, actuellement, ce coût est remis en cause. Et je voudrais, si vous permettez, revenir, parce qu'on pourrait avoir l'impression que mon discours est un discours finalement contre le progrès, hygiéniste, etc. Non, il y a de bonnes nouvelles dans le cancer. 60% des malades sont guéris. Simplement, ce qui est important, c'est d'envisager également la guérison, je dirais, sociale du cancer. Qu'est-ce que c'est la guérison sociale du cancer? Parce qu'après le cancer, après le traitement, eh bien, il faut qu'il y ait la possibilité de se réinsérer dans la vie sociale est très importante. C'est un point qui est très important. D'autre part, il y a le regard sur la maladie. Alors, je crois que vous allez passer tout à fait. D'accord. Le regard sur la maladie. Très bien. Justement, c'est une campagne que vous avez lancée à la Ligue nationale contre le cancer. On va regarder tout de suite. C'est poignant.
Un regard, un espoir, c'est un spot qui en dit long justement sur ce regard sur le malade, tout simplement. Est-ce que ce regard a changé ? Alors, tous les malades disent que lorsque l'on annonce à l'entourage ou ils annoncent eux-mêmes le diagnostic de cancer avec ce que cela comporte comme charge émotive, le regard change. Alors il change de deux manières. Soit il change de manière compassionnelle pour l'aide, aidant finalement la personne malade à se reconstruire, soit au contraire, il change de manière dramatique. C'est pour ça que le regard de la société vis-à-vis du cancer influence le regard des personnes de la société. Et la guérison aussi. Ouais. Et bien entendu. Et Christophe Lefebvre ici acquiesce à ce que vous dites à l'instant. Fabrice Subirada, vous êtes représentant de l'association Eva pour la vie, association de défense des enfants victimes de cancer, parce que oui, les enfants sont aussi victimes de cancer. On parlera dans quelques instants du combat que vous menez avec l'association Eva pour la vie. Mais d'abord, votre expérience personnelle, comment êtes-vous arrivé à faire partie de cette association justement Eva pour la vie ? C'est malheureusement assez simple. Il y a 25 ans, ma femme enceinte de mon premier enfant a été victime d'une leucémie. Alors quand je dis victime, elle s'en est sortie. Et donc on a fait notre petite tranche de vie pendant ce temps-là. Et malheureusement, en septembre dernier, elle est décédée d'un cancer. Cancer du sein inflammatoire. À ce moment-là, comme bon nombre de personnes, on essaie de comprendre, on essaie de donner du sens à tout ça, essayer de comprendre l'inacceptable. Et la façon de ma famille de comprendre et d'intégrer tout ça, ça a été de soutenir une cause. Et la cause qui nous a semblé la plus juste, ça a été celle de se dire on va se battre pour défendre une association, Eva pour la vie, mais au-delà de cette association, c'est une cause, la cause de faire mieux pour nos enfants malades. Parce qu'aujourd'hui, même si on va y revenir, le combat contre les cancers pédiatriques, c'est le parent pauvre de la recherche. Il y a à peine 2-3% du budget de la recherche qui est affecté à cette recherche des cancers pédiatriques. Et au-delà de ce montant, c'est aussi un constat d'échec. Aujourd'hui, depuis 15 ans, il n'y a pas de progrès. Ça fait plus de 15 ans qu'on a toujours 500 enfants qui meurent tous les ans de cancer pédiatrique ou de leucémie. C'est juste monstrueux. 500 enfants, pour que ça parle peut-être un peu plus, c'est 20 classes d'école primaire. 20 classes d'école primaire qui partent. Si on devait faire un parallèle un petit peu osé, les attentats de Charlie Hebdo et de Nice, c'est 250 personnes. On a le double de cette quantité de personnes qui décèdent tous les ans. Et c'est des gamins, c'est nos pitchouns. Voilà. On va voir justement un extrait de la campagne que vous menez avec Eva pour la vie. Merci. Marina, Lénie, Mallory, Timéo, Lucie, Eva et tant d'autres enfants. Chaque année en France, 500 enfants décèdent d'un cancer. Trop peu de traitements sont développés pour eux. Les chercheurs disposent de trop peu de moyens. Il faut que ça change pour les enfants. Maintenant. Soutenez nos propositions. www.evapourlavie.com. Docteur Benhamoun, pourquoi 2% seulement ? Pourquoi les cancers pédiatriques sont les parents pauvres de la recherche ? Alors, je ne suis pas oncopédiatre, mais oncologue de l'adulte. Il est vrai qu'aujourd'hui, la recherche en France est un point, la recherche, que ce soit fondamentale ou la recherche clinique, est un point qui est effectivement préoccupant. Aujourd'hui, en France, globalement, le taux d'inclusion dans les essais thérapeutiques qui nous font avancer dans la stratégie de traitement et faire avancer les molécules très rapidement pour les donner aux gens et les sauver, ça représente globalement le taux d'inclusion globalement à lycée sur toute la France et aux alentours de 5 à 6%. Quand on est à 12, 14, 15, 16, 20%, ça serait un objectif à atteindre qui permettrait aujourd'hui d'avoir en notre disposition des molécules qui sont extrêmement performantes. Et certes, ça ne sera pas pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui n'en bénéficieront pas parce qu'ils n'en auront pas besoin. Mais quand je vois aujourd'hui l'avènement des nouvelles molécules, notamment de l'immunothérapie, qui fait un bond faramineux, et certes avec un prix, je vous rejoins. Ça va coûter très cher. Ça va coûter cher, mais tous les malades n'en auront pas forcément besoin. Il y a des cancers qui sont susceptibles d'avoir cette immunothérapie, c'est efficace, et d'autres non. Et sur le cancer des enfants, Albert Hirsch ? Oui, d'une manière plus générale, mais le cancer de l'enfant est un bon exemple.
nos téléspectateurs et téléspectatrices comprendront bien que le nombre de cancers de l'enfant n'est pas très important, Dieu merci. Donc le marché, pardon du terme, le marché qui s'offre à l'industrie pharmaceutique dans les cancers de l'enfant est relativement faible. Autrement dit, on assiste à une financiarisation de la santé, ce qui est absolument éthiquement insupportable. Messieurs, malheureusement, le temps nous manque. J'aimerais, pour se quitter, vous êtes 5 aujourd'hui, que vous adressiez peut-être un message d'espoir aussi à toutes celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui sont touchés de près ou de loin par cette terrible maladie qui nous touche tous et toutes. Est-ce que vous avez, vous, un message adressé à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui ? Alors moi, je dirais espoir, dans la mesure où aujourd'hui, on a fait un bond faramineux dans la prise en charge du cancer, quel que soit le niveau par lequel le dépistage, le traitement et surtout l'après-cancer, notamment les soins de support et tout le reste. 100% de guérison, ça sera possible ? 100% de guérison, ça serait bien. Docteur Ouana. Moi, je voudrais dire à ces dizaines et dizaines de milliers de femmes qui ont eu ou qui vont avoir un cancer du sein que, heureusement, grâce aux techniques de chirurgie réparatrice, on arrive maintenant à rétablir le volume du sein, à redonner des contours, à recréer une aréole, à recréer un mamelon. Et comme c'est très dur à vivre pour une femme de ne pas avoir de sein, comme ça peut retentir sur l'image d'elle-même, sur sa sexualité, sur le couple, divorce comme on en voit, qu'elle garde espoir parce que les techniques de chirurgie réparatrice ont fait beaucoup de progrès. Albert Hirsch, votre message d'espoir ce matin ? Eh bien, 40%, d'abord, bonne nouvelle dans le cancer, 60% des cancers sont guéris. Mais 40% des cancers sont évitables. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que ne pas fumer, user modérément d'alcool, avoir une alimentation saine, faire de l'activité physique, se mettre à l'abri de la chimie que sont les perturbateurs endocriniens, les pesticides, voilà l'espoir. C'est ça la prévention. C'est pas des paroles en l'air, ça permettrait d'éviter ce résidu social mortel qui pèse sur nos enfants et qui pèse sur toute la société. Fabrice Subirana, un dernier mot ? L'espoir, il est simple, c'est l'espoir que nos dirigeants actuels ou futurs prennent enfin en considération le besoin de budget supplémentaire. On parle de 20 millions d'euros à peu près pour la recherche fondamentale, préclinique, qui est importante aussi. Voilà. À ce sujet, nous organisons au 15 février, il y a une journée mondiale de lutte contre le cancer des enfants, cancer pédiatrique et leucémie. Et nous avons à Paris, au Champ de Mars, une manifestation d'organiser dans d'autres villes en France aussi, mais à Paris au 15 mars et à Lyon, une manifestation avec une flamme symbolique. Et nous demandons à l'ensemble des auditeurs de bien vouloir nous rejoindre à cette occasion. Merci. Et enfin, le mot de la fin. Christophe Lefebvre. Très simplement, l'annonce d'une maladie, d'un cancer et d'un cancer mortel, ça permet de prendre conscience de la fragilité de la vie, mais aussi de l'importance de se réaliser, d'être bien entouré quand survient cette annonce. Et je pense que le fait d'être accompagné par son conjoint, par ses enfants, par sa famille et son entourage, y compris dans le milieu professionnel, de pouvoir revenir travailler le plus vite possible, même si c'est compliqué, même s'il faut aménager des choses. Ça, c'est quelque chose de fantastique et qui est vital vraiment, au-delà du médicament, qui est vraiment extrêmement important pour survivre et pour se réaliser dans une nouvelle vie. Je dis juste à la régie qu'on va se quitter avec ce spot de la Ligue contre le cancer dans quelques instants. S'ils peuvent le préparer en régie pour qu'on le rediffuse encore une fois, c'est important ce matin. Et on va remercier bien sûr tous nos invités d'être venus. Sur ce spot, pourrais-je remercier le réalisateur Arthur Delair, vous avez raison, parce que c'est un an, jour pour jour, après qu'il ait perdu, je crois, son père d'un cancer, et donc il a offert gracieusement à la Ligue, et donc on va le revoir. Le spot. Merci docteur Merci, Mostefa Benamoun d'avoir été avec nous, Christophe Lefebvre, Fabrice Subirada, Sidney Oana et Albert Hirsch. Merci beaucoup.